Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le mardi 15 février. Voici les titres. Les permis seront actifs à l'été. Les policiers municipaux de Voisins-le-Bretonneux seront bientôt armés. Les 6 agents du service suivent en ce moment une formation. La commune rejoindra la poignée de villes yvelinoises qui ont déjà franchi le pas, notamment à Triel-sur-Seine qui a équipé ses effectifs depuis 5 ans. Jusqu'à vendredi, l'espace Arnaud Beltrame de Poissy accueille cette exposition. Elle a été créée par d'anciens soldats français blessés en Afghanistan qui ont regroupé textes et photos. C'est à l'occasion du 20e anniversaire du premier engagement de la France dans le pays d'Asie centrale. Et puis toute cette semaine, TV78 vous emmène dans les marchés des Yvelines, véritable lieu de rencontre, d'histoire et de personnages hauts en couleur. Premier numéro ce soir à Versailles au marché Notre-Dame, élu en 2018 comme le plus beau d'Île-de-France. Et on parle justement de Versailles avant de développer ces titres avec cette information officialisée il y a quelques minutes par la Fédération française de football. La demi-finale de la Coupe de France Versailles-Nice se jouera finalement à Nice. Coup d'envoi le 1er mars et non le 2 mars et ce sera à 21h. Le club yvelinois devait recevoir la rencontre mais était à la recherche d'une enceinte en Île-de-France pour accueillir l'événement. Faute de stade Montboron homologué, les dirigeants ont tout tenté jusqu'à aujourd'hui. Le Parc des Princes, le Stade de France ou encore le Stade Charletti sans succès. Comme face à Toulouse, le match est donc inversé et se disputera à l'Alliance Riviera de Nice. Il s'agira du 3e déplacement d'affilée pour les Yvelinois qui devront faire tomber une équipe de Ligue 1 chez elle pour s'offrir une finale au Stade de France. Également dans l'actualité, les règles qui évoluent concernant le pass vaccinal dès ce 15 février. Pour conserver son QR code valide, la dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 devra être réalisée au plus tard 4 mois après la deuxième injection ou l'unique injection pour ceux qui ont contracté le virus avant. Le délai maximal jusqu'à présent était de 7 jours, était de 7 mois et non de 7 jours. Et les personnes ayant été positives après 2 doses de vaccin ou après une injection et une infection sont exemptées de rappel. Autre exception, les 16-17 ans n'ont pas l'obligation d'effectuer une 3e dose pour conserver leur passe vaccinal. Enfin, dès demain, mercredi, d'autres restrictions qui sont levées. Les discothèques pourront rouvrir, les concerts debout et la consommation au comptoir des bars seront de nouveau autorisés. De plus en plus de villes font le choix d'armer leur police municipale. Selon le ministère de l'Intérieur, 58% des policiers municipaux sont armés en France. Et dernière commune en date dans les Yvelines à opter pour la mesure, c'est Voisins-le-Bretonneux. Et on en parle avec mon invité Alexandra Rosetti. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la maire de la commune. En 2016, vous décidiez d'équiper votre police municipale de pistolets à impulsion électrique. Mais vous étiez plutôt défavorable à l'époque dans l'idée d'aller plus loin et d'armer vos agents municipaux. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? À l'époque, vous disiez peut-être que ça allait au-delà de leur mission. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que vous avez changé d'avis ? Alors oui, effectivement, à l'époque, on avait longuement réfléchi avec mon équipe et on ne voulait pas se substituer à la police nationale. Donc c'est quand même le premier rôle, la sécurité. La police municipale, pour nous, est une police de prévention. Donc c'est vrai qu'à l'époque, on avait opté pour le pistolet à impulsion électrique en pensant surtout à leur propre sécurité. Maintenant, les choses ont évolué depuis cette époque. Le monde a changé, oui, hélas, et on voit bien qu'il y a pu y avoir des difficultés dans des communes qui d'habitude ne font pas parler d'elles. Et donc on a également, nous, bien sûr, cheminé et évolué. Et notre police municipale était très demandeuse d'être armée. Et ce qui nous a permis aussi de franchir le pas, c'est la confiance qu'on a dans cette équipe. Mmh. C'est-à-dire que voilà, quand on a des policiers municipaux qu'on veut les armer, il faut aussi être vraiment certain qu'ils sont capables de porter une arme. Et l'équipe que nous avons aujourd'hui, effectivement, a toute notre confiance pour ça. Il s'agit d'anciens policiers, d'anciennes personnes des forces de l'ordre qui ont déjà eu des contacts avec les armes à feu ? Voilà, alors sur 6, 4 ont déjà porté une arme à feu, soit parce qu'ils sont issus de la gendarmerie, soit parce qu'ils étaient avant dans une police municipale qui était armée. Et vous le disiez, le contexte a évolué, il est différent aujourd'hui. On est forcé de penser à ces 2 attentats qui se sont déroulés sur le sol yvelinois, celui de Magnanville en 2016 et de Rambouillet l'année dernière, qui ont visé à chaque fois des policiers, sans oublier aussi l'assassinat de Samuel Paty. Il y a une défiance et même de la violence, une grande violence vis-à-vis de l'uniforme. On voit même des pompiers qui sont attaqués parfois dans les Yvelines. Voilà, l'uniforme est un peu devenu une cible mouvante, donc je pense que pour nous, c'était
très important de leur donner les moyens de se protéger, mais aussi de protéger les habitants, évidemment, en cas de difficultés. Ceci dit, ce n'est pas à eux d'intervenir si jamais il y avait, hélas, une attaque terroriste, par exemple. Cependant, l'argument fort aussi, c'est qu'ils sont souvent ce qu'on appelle des primo-intervenants. S'il se passe quelque chose, c'est vrai que c'est eux qui vont être les premiers sur les lieux. La nationale arrivera probablement juste derrière, mais donc c'est vrai que ça les met dans des situations qui peuvent parfois être délicates. L'objectif, on l'imagine, c'est d'avant tout d'être préventif. On précise juste que pour l'arme à impulsion électrique, elle n'a été utilisée qu'une seule fois, il me semble, depuis 2016, par les policiers municipaux. Une seule fois, et effectivement, moi je tiens à ce que la police municipale reste dans son rôle de prévention, de dialogue avec les habitants, la verbalisation de ce qu'on peut vivre au quotidien, évidemment. Mais voilà, il y a quand même une inquiétude et moi je tenais à ce qu'ils se sentent aussi, eux, sécurisés. Et vous allez rejoindre une poignée de villes qui ont déjà passé le cap dans les Yvelines. Triel-sur-Seine notamment, qui a été l'une des premières en 2017. Aujourd'hui, la police nationale fait souvent appel aux agents municipaux triellois pour leur venir en aide. Le reportage de Mathilde Franco. Elle est l'une des premières villes des Yvelines à avoir doté ses policiers municipaux d'armes létales. Pistolets à impulsion électrique, pistolets semi-automatiques, taser, flashball, bâton télescopique ou latéral. Les agents de Triel-sur-Seine disposent de toute la panoplie. On s'aperçoit qu'il n'y a pas d'endroit ni de ville où il ne peut rien se passer. Notamment, la délinquance, elle est itinérante. On a des axes de grand passage comme la rue Paul Doumer. Donc on ne sait jamais à qui on a affaire. Je crois qu'il est vital, il est nécessaire, il est vital, il est crucial même, je dirais, pour la sécurité, déjà la première sécurité des agents, mais aussi des administrés. On est quand même bien souvent les primo-arrivants, ou les primo-intervenants, on les appelle comme on veut. Les policiers municipaux de Triel-sur-Seine travaillent 7 jours sur 7 avec des plages horaires qui s'étendent jusqu'à minuit. En 2 ans, le nombre d'agents a également quadruplé. Il est passé de 3 à 13. Ces mesures leur ont permis d'intervenir plus régulièrement. La police municipale participe beaucoup plus à la sécurisation de la commune puisque avant l'arrivée de cette municipalité, les policiers municipaux faisaient en moyenne 2 à 3 interpellations par an. Et nous, l'année dernière, en 2021, on en a fait plus de 30. Pour avoir le droit de porter une arme, chaque policier suit une formation avec une partie juridique, théorique, pratique, mais également psychologique. Le but d'avoir une arme à la ceinture, c'est pas d'utiliser l'armement. C'est pas pardonnez-moi, j'aime pas cette expression-là, mais c'est pas de jouer au cow-boy. C'est d'avoir un moyen ultime et de dernier recours en fonction de la situation. Si on l'utilise, c'est que quelqu'un va mourir. Ou nous, on va mourir, ou une tierce personne va mourir. À Triel-sur-Seine, chaque agent doit signer un registre pour signifier qu'il a récupéré son arme. Dans les Yvelines, plusieurs villes comme Rambouillet ou Voisins-le-Bretonneux ont décidé de renforcer leur effectif et d'armer leur police municipale. Selon le ministère de l'Intérieur, 58% des policiers municipaux sont armés en France. On l'a vu, Alexandra Rosetti, dans ce reportage qui concerne une autre commune, Triel-sur-Seine, mais tout est bien cadré. Les policiers municipaux ont suivi une formation, et c'est le cas en ce moment pour les policiers municipaux de Voisins-le-Bretonneux. Qu'est-ce qu'on leur apprend dans ces formations, finalement ? Alors, ils ont une formation de 45 heures sur 8 jours. Là, et effectivement, certains de mes policiers sont en train de la suivre, donc qui est dispensée, bien sûr, par des moniteurs qui sont spécialisés dans le maniement des armes. Donc, il y a effectivement un volet juridique. Il faut aussi qu'ils sachent qu'est-ce que c'est que la légitime défense, par exemple. Et puis, ils ont également des manipulations et des exercices de tir dans différentes situations. Pas juste debout, mais ça peut être en statique, en mouvement, accroupi, dans diverses situations. Et à l'issue de cette formation, bien, ils ont une évaluation et ils doivent faire un sans faute sur un parcours. Et à l'issue de cela, eh bien, ils ont effectivement une évaluation psychique, parce que c'est quand même aussi extrêmement important. Et ensuite, c'est le préfet qui délivre les permis. Justement, quelle est la démarche pour une commune qui souhaite armer sa police municipale ? Il y a une demande à faire auprès de la préfecture ? Tout à fait. Il faut faire une demande motivée auprès de la préfecture. D'abord, pour avoir l'autorisation de lancer la formation. Donc là, on a dû acheter d'abord les armes pour qu'ils puissent se former avec ces armes-là. Et puis, on a une obligation, je crois, de tirer 50 cartouches par an ensuite. Et bien souvent, les policiers vont au-delà, les municipalités vont un petit peu au-delà, parce que nous, ce que nous souhaitons, évidemment, c'est que nos policiers soient bien entraînés et aient les bons réflexes au bon moment. Donc c'est très cadré, et c'était une des conditions auxquelles on voulait répondre pour les armées. On ne voulait pas que ce soit une petite formation. Donc c'est quand même pris très au sérieux.
Et donc c'est plutôt rassurant. Donc il y a tout un processus. Quand est-ce que cette mesure sera réellement effective à Voisins-le-Bretonneux ? Alors le temps qu'on les forme, alors il y en a qui ont des formations plus rapides que d'autres parce que, comme je vous l'ai dit, ils étaient déjà armés dans une police précédente. D'ici à l'été, ils devraient tous avoir l'arme létale, s'ils ont bien sûr répondu aux critères et eu l'agrément du préfet. De la même façon, si ces formations annuelles ne sont pas respectées, le préfet peut leur retirer cet agrément. Ce n'est pas quelque chose qu'on a à vie. Il faut vraiment avoir une répétition tous les ans de la formation. Une dernière question, il y a eu un coût de 7 000 €, il me semble, pour l'achat de ces armes. Mais il y a une subvention de la région Île-de-France, puisque la région Île-de-France a lancé un plan pour faciliter l'armement des polices municipales dans la région. Voilà, c'est le bouclier de sécurité. Ouais, le bouclier de sécurité, c'est voilà, le terme. Donc effectivement, on est... Alors, je ne pourrais plus vous dire, par contre, je n'ai plus le pourcentage en tête, mais c'est une aide précieuse, c'est évident. Ce qui nous coûte surtout cher, parce que 7 000 € d'armes, ce n'est pas une somme mirobolante, c'est de l'investissement pour une commune, c'est absorbable, c'est la formation qui, pour le coup, là, prend beaucoup de temps et forcément a un coût plus important. Mais c'est indispensable, c'est incontournable et nous irons au-delà même effectivement des 50 cartouches demandées par an. Nous n'hésiterons pas, bien sûr, à accompagner nos policiers. Merci Alexandra Rosetti, Merci. je le rappelle, maire de la commune de Voisins-le-Bretonneux. Dans l'actualité également, les dates sont connues. L'élection municipale partielle de Mantes-la-Jolie se tiendra le 15 mai et le 22 mai en cas de second tour. Ce sera donc après les présidentielles. Scrutin rendu nécessaire après la démission du maire Raphaël Cognet et de plusieurs conseillers municipaux sous fond de tension au sein de la majorité mantaise. L'édile sortant sera d'ailleurs en lice face à Jean-Luc Santini, candidat proche de Pierre Bédier, le président du département des Yvelines. Sont également déclarés Guillaume Kévarec pour une liste d'Union de gauche et Marc Jamet, membre du Parti communiste. Et depuis la démission de Raphaël Cognet, c'est Sidi Ellemer, autre fidèle de Pierre Bédier, qui assure l'intérim à Mantes-la-Jolie. La Maison de l'Europe des Yvelines a célébré son 20e anniversaire. C'était lors d'une soirée organisée il y a quelques jours à l'X-Campus de Saint-Germain-en-Laye, à l'occasion de faire de la pédagogie sur les institutions et sur les actions menées au quotidien par l'Union européenne. Nicolas Dandry. Des élus locaux, des universitaires et des élèves du lycée international de Saint-Germain-en-Laye, tous sont venus célébrer les 20 ans de la Maison de l'Europe des Yvelines, une structure d'information sur les politiques européennes, un outil essentiel sur les territoires pour les institutions européennes. Avec la Maison de l'Europe, mais surtout avec le Centre Europe Direct, ce qu'on fait, c'est se rapprocher des citoyens. Que les citoyens voient un drapeau européen près de ces maisons, auquel ils peuvent faire entendre sa voix, écouter ce qu'ils ont besoin d'informations et participer dans la vie européenne comme citoyens européens qu'ils sont. Il est important de faire connaître l'Europe, c'est notre mission, de faire connaître l'Europe, ses institutions, ce que l'Europe fait pour les Français au quotidien. C'est quelque chose que nous ignorons beaucoup, encore trop, je trouve. Cet anniversaire, l'occasion de rappeler cette mission d'information. Objectif, démontrer l'utilité de l'Union européenne. Pour certains jeunes, cette organisation a un intérêt au niveau international. La voix de tous les pays compte dans cette organisation et aussi ça permet de donner une visibilité à tous les pays et sur le plan international. Ça permet de ne pas avoir de guerre pour moi et aussi pour les pays de l'Union européenne de s'entraider. Concernant la présence européenne dans la vie quotidienne des Français, un travail pédagogique est encore nécessaire. Dans ma vie quotidienne, je ne trouve pas trop que l'Europe ait une grande importance. Après, j'imagine que dans les cadres des programmes comme Erasmus ou des choses comme ça, ça peut effectivement aider. Comme je suis italienne et française, je peux voyager souvent en Italie. Et je pense que ça aide pas mal le fait qu'il y ait une union où on voyage pas mal dans l'Europe. Et oui, c'est plus simple. En 2022, 38 maisons de l'Europe sont en activité sur l'ensemble du territoire français. Un reportage avec la voix de Célia Gatsongo. Connaissez-vous le GNV Bio GNV? Il s'agit d'un gaz vert produit à partir de la méthanisation des déchets organiques. En partenariat avec Versailles Grand Parc, la commune de Buc vient d'inaugurer 2 stations délivrant ce nouveau carburant. Et depuis septembre, ce sont 2 entreprises qui peuvent rouler grâce à ce procédé. Les précisions de Mathilde Francou. Depuis septembre 2021, la zone d'activité économique de Buc a accueilli 2 nouvelles stations GNV Bio GNV. GNV signifie gaz naturel véhicule, il représente une alternative au tout pétrole, produit à partir de méthanisation de déchets organiques agricoles, de stations d'épuration ou de biodéchets. Le GNV ou Bio GNV a quelques avantages.
Ce sont des avantages et des bénéfices environnementaux, moins de particules fines, moins de NOx également, de particules de dioxyde d'oxygène, de carbone, moins de nuisances sonores. On considère qu'il y a à peu près 50% de moins de bruit associé à une motorisation au GNV. En partenariat avec Versailles Grand Parc et GRDF, les entreprises Nicolin et Coved, spécialisées dans la collecte et le traitement des déchets, déploient des véhicules qui roulent grâce à ce nouveau carburant. Le retour il est plutôt positif. Comme tout changement, on a eu des interrogations. Ces interrogations se sont levées au fur et à mesure de notre exploitation. La mise en place s'est faite de manière optimale. Tous les doutes qu'on pouvait avoir sur notamment le délai de remplissage, l'autonomie des camions, l'adaptation aussi à notre territoire de ce type de carburant s'est fait vraiment de manière optimale. La mise en place de ces nouvelles stations permettra également à ces deux entreprises de continuer leur activité malgré l'instauration de la zone à faible émission dans la métropole du Grand Paris d'ici 2024. La motorisation donc, et le carburant bio-GNV en fait, est critère 1. Donc il satisfait la zone à faible émission de la métropole de Grand Paris. Donc cela permet pour à la fois des particuliers et des entreprises ou des collectivités de pouvoir circuler librement, continuer à exercer leurs activités, même dans un territoire soumis aux conditions de la ZFE. Nous, les véhicules au gaz sont des critères 1, donc vont pouvoir avoir accès à cette zone et du coup, nous, ça va nous permettre de pouvoir continuer notre activité. En Ile-de-France, 1400 autobus fonctionnent grâce à ce gaz naturel et une dizaine de nouvelles stations bio-GNV sont prévues d'ici à la fin de l'année. Il y a 20 ans, la France s'engageait dans le conflit armé en Afghanistan. L'espace Arnaud Beltrame de Poissy propose de découvrir jusqu'à vendredi ce qu'a été le quotidien des soldats sur place. À ceux qui ont donné une part de vie en Afghanistan est une exposition itinérante qui présente photos et textes par des vétérans blessés de guerre en reconstruction. Zoom avec Céline Charles. 20 ans après l'engagement des troupes françaises en Afghanistan, une dizaine de vétérans français blessés en opération ont choisi de réunir leurs photos personnelles pour en faire une exposition. Ils leur ont donné un sens par l'écrit avec des textes intimes associés à chaque photographie. Ce ne sont pas des photos de professionnels, ce sont des photos réalisées par des militaires en mission sur le terrain, pris à la volée. Et tous les cartels, tous les petits textes qui sont en dessous, c'est eux qui, chaque auteur de chaque photo a rédigé son texte. Aidée par l'association Escale, l'exposition répond à un travail de mémoire. Elle met en avant les aspects humains et sublime le pays pour en souligner la beauté malgré la brutalité du contexte. Leur choix délibéré a été de dire on parle de la beauté de ce pays, de ce qui nous a marqué et ce qui nous reste 20 ans après. Eh bien, c'est les paysages, les rencontres, la richesse de ces rencontres, la fraternité d'armes. Quand on est rentré en 2001, sous les talibans, toutes les femmes étaient habillées comme celles qui se trouvent à gauche. Et puis, au cours des années qu'on suivit, cette photo est prise en 2008, donc 7 ans après, eh bien, on commence à voir des femmes sortir, se promener librement dans la ville sans être accompagnées. Il y a eu beaucoup d'actions faites pour permettre aux femmes de circuler librement, de retourner à l'école, de faire des études, d'avoir un travail. Une exposition également libératrice pour les vétérans blessés qui ont pu se reconstruire grâce à ce travail. C'est un travail de réhabilitation des blessés par un projet qu'ils ont monté et qu'ils ont réalisé par eux-mêmes. Au total, c'est une 60aine d'œuvres qui sont présentées. L'exposition est accessible à tout public jusqu'au 18 février à l'espace Arnaud Beltrame à Poissy. Et puis toute cette semaine, la rédaction de TV78 vous emmène au marché, découverte de lieux emblématiques, d'histoires uniques, d'ambiances uniques, avec aussi des personnages hauts en couleur. Premier numéro ce soir au marché Notre-Dame de Versailles, inauguré par le roi Louis XIV il y a plus de 300 ans et élu en 2018 plus beau marché d'Île-de-France. Mickaël Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude vous y emmènent. Le soleil est à son zénith ce vendredi sur la place du marché Notre-Dame à Versailles. À midi, les allées encadrées par les 4 carrés grouilles de locaux et de touristes. Dans le carré de la Marine, figure historique Jean-Jacques Boujard. Il est fier d'être présent sur ce marché depuis 1966. On a été classé quand même meilleur marché d'Île-de-France, donc c'est un atout, c'est une clientèle qui nous vient quand même des pourtours de Versailles, qui vient de loin.
C'est un marché qui a actuellement à peu près 350 ans. Le marché a été créé pour, à l'époque, c'était un marché extérieur, les gens venaient vendre leurs produits et ça a été créé quand le château de Versailles a été construit. À presque 82 ans, Jean-Jacques ne compte pas raccrocher même s'il a ralenti légèrement la cadence. Il se plaît sur ce marché créé par Louis XIV il y a plus de 300 ans. Je ne travaille plus par nécessité, je travaille par plaisir. Voilà. Ce matin, je me suis levé à 2h. Donc je vais faire un gis, je suis revenu ici après. Là, le matin, je fais la journée continue. Je démarre à 2h, mais je m'arrête à 2h. Je rentre à la maison, je ne reviens pas l'après-midi. Cet habitant de Buc adore être présent pour les centaines de clients qui passent ici chaque semaine. Certains font plus de 50 km pour venir le voir. Oui. Voilà, c'est du foie gras que nous fabriquons nous-mêmes. Versailles est une clientèle très agréable. C'est une clientèle fidèle, c'est une bonne clientèle. Je ne vois pas pourquoi j'aurais quitté la région. Je me plais bien à Versailles. J'habite juste à côté, donc c'est pour ça que je suis resté sur le site. Le marché de Versailles, c'est aussi la rencontre des cultures, des univers qui se mélangent. Ici, des spécialités turques, un peu plus loin des épices du monde. Et dans cette allée, un stand pas comme les autres. Un triporteur italien en couleur flashy tout droit sorti d'un film s'est installé sur cette place de Versailles. Giuseppe Pettinato propose à ses clients du café 100% italien à partir de 6h30 avec un concept original. En fait, on a voulu intégrer l'esprit italien, on peut dire, avec l'aide de ce triporteur à l'italienne. Parce que c'est vraiment un triporteur iconique de l'Italie. C'est un triporteur en fait, qui a été utilisé dans les années 50-60 pour passer les petites rues de l'Italie. Donc voilà, on a aménagé la partie derrière en Italie, donc tout est fait en Italie. On le fait faire en Italie sur mesure. Et voilà, donc on vend du café à l'aide de cette camionnette à l'italienne. Implanté depuis 1 an et demi dans la Cité Royale, cet Italien de 30 ans, originaire d'un petit village situé en Calabre, ne regrette pas son choix. Je suis à Versailles d'adoption depuis maintenant plus de 5 ans. J'adore Versailles et du coup on a décidé de se lancer dans ce beau marché de Versailles parce que c'est un des meilleurs marchés de les Yvelines, on peut dire, et je pense même de l'Île-de-France. C'est une clientèle de tout âge et c'est magnifique parce qu'on installe tout un lien social, c'est que ça nous a beaucoup manqué, on peut dire, dans cette période de Covid. Et maintenant, voilà, tout le monde se retrouve ici autour d'un café, on peut dire ça. Giuseppe n'est pas le seul nouveau commerçant de cette place du marché à Versailles. Ils sont plusieurs chaque année à tenter l'aventure. Depuis début 2022, un nouvel espace inédit s'est installé dans le carré de la Marée. Odette et Tristan proposent une cuisine flexitarienne entre les bouchers et les fromagers, du jamais vu sur le site. On n'est pas à part, mais on vient peut-être compléter plutôt l'offre du marché. Il y a beaucoup d'habitués qui font le marché, qui ont ces habitudes, mais ils sont quand même contents de voir qu'il y a une offre nouvelle au marché. Ils sont contents de voir que les halles ils se rajeunissent aussi, qu'il y a du nouveau. On apporte un peu de musique aussi, donc ils sont contents de venir au marché. Et c'est une ambiance qu'on découvre qui est super sympa. Déjà propriétaire d'un restaurant flexitarien rue de Satoré à Versailles depuis 2015, le duo a exporté son savoir-faire sur le marché en proposant une offre différente et dans l'air du temps. Ici, on mange équilibré et sur le pouce. On a des cookies, des brownies, des muffins faits avec notre granola, donc sucré et salé, banana bread, on a aussi des pâtisseries salées avec des tartes végétariennes, des empanadas un peu inspiration libanaise avec du sumac, des épinards, des feta. On a une offre chaude. Donc on a toujours un dal ou un curry de légumes. Aujourd'hui on a un dal des lentilles blondes avec des légumes saison, chou-fleur et patates douces, des falafels, des carottes avec des pestos, de sauce mayo qu'on fait à base de noix de cajou et des épices. On a donc la volaille et du saumon et on peut composer des assiettes du marché qui viennent toujours donc avec une protéine, un accompagnement et des légumes au choix. Un concept novateur qui complète une offre historique et traditionnelle. Le marché Notre-Dame de Versailles se renouvelle sans cesse depuis sa création et n'a pas fini de surprendre ses visiteurs dans les prochaines décennies.
prochain numéro à suivre dès demain dans le journal sur TV78. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Dans un instant, ne manquez pas le 7-8 Culture présenté par Célia Gatsongo. Belle soirée avec TV78.